Merci de m'accueillir dans votre espace virtuel en ce vendredi midi pour cet atelier sur la pleine conscience et la méditation. Comment garder son calme quand rien ne va plus. Alors, nous aspirons tous à garder notre sang-froid quand notre garçon fait une crise dans un centre commercial, quand notre fille a mordu un enfant au service de garde puis qui nous appelle très mécontent, ou encore lorsqu'on est prisonnier dans un bouchon de circulation alors que nous sommes déjà en retard pour un rendez-vous avec le spécialiste. Quel est l'état d'esprit nécessaire pour répondre habilement à la situation sans tomber automatiquement dans trouver refuge dans la colère ou en consommant une rangée de biscuits au chocolat ou encore en enfilant un double martini? Depuis qu'une abondante littérature scientifique ait relevé les bienfaits de la pleine conscience et de la méditation, cette pratique longtemps réservée aux studios de yoga et aux retraites spirituelles se répand partout, incluant le domaine des relations parents-enfants. Avant d'aller plus loin dans le déroulement de notre atelier, j'aimerais préciser que ce webinaire donne des informations générales et préliminaires sur la pratique de la pleine conscience et de la méditation. Puis ça ne veut pas en rien remplacer ce que votre professionnel de la santé vous a recommandé, puis ça ne veut pas non plus être des conseils psychologiques pour votre situation spécifique. Ce sont vraiment des informations générales sur une approche qui peut être vraiment utile puis qui a surtout fait ses preuves, mais qui remplace pas qu'est-ce que vous faites déjà pour bonifier votre vie comme parent et comme personne. Je veux aussi juste dire que l'usage des photos que vous verrez dans cette présentation-là seront tirées de sources publiques ou de sources privées et rencontrent les critères de la loi sur la propriété intellectuelle puis les droits d'auteur. Ceci étant dit, voici ce que je vous propose comme menu pour ce webinaire. Alors, ce sont les objectifs pour les 45 prochaines minutes. Donc, on va définir ce qui est la pleine conscience et la méditation. On va parler des bienfaits qui sont documentés par la recherche. On va parler de la technique puis des attitudes qui sont nécessaires pour pratiquer la pleine conscience et la méditation. Puis, évidemment, on va trouver du temps pour répondre à vos questions. Alors, pour vous mettre en appétit, je vous propose sans plus tarder un exercice de pleine conscience afin de faire une petite pause entre ce que vous faisiez avant de vous connecter puis ce que vous allez faire après. Donc, la pleine conscience, brièvement définie avant qu'on pratique ce petit exercice-là, est de porter son attention sur son expérience et son environnement sans porter de jugement. Puis ça, c'est la clé et en même temps ce qui est plus difficile à faire. Donc, je vous propose l'exercice de pleine conscience 5, 4, 3, 2, 1. C'est facile à retenir. Alors, je vous demande d'abord, et dans la mesure du possible, de mettre votre téléphone cellulaire de côté, puis toutes les sources de distraction pendant les 3-4 prochaines minutes. Alors, je vous invite à vous asseoir, si cela est possible avec votre dos droit, sans qu'il soit rigide. Je vous invite à prendre 2 grandes respirations profondes. Puis maintenant, je vous invite à connecter avec votre environnement, avec votre regard et de nommer mentalement 5 choses que vous voyez, que vous observez. C'est pas un concours ni une compétition. 1, 2, 3, 4, 5.
Maintenant, je vous invite à connecter avec votre environnement, avec le sens du toucher. Reconnaissez 4 choses que vous touchez présentement. Prenez votre temps. Ça peut être vos cheveux, vos coudes, appuyez sur votre abdomen, la texture de la table, la surface sur laquelle vous êtes assise ou assis. Ah, c'est pas un concours ni une compétition. Maintenant, je vous invite à connecter avec votre environnement, avec vos oreilles, donc le sens de l'ouïe, et de nommer mentalement 3 choses que vous entendez. Ça peut être des sons internes, si vous avez faim, les gargouillis de votre estomac, ou le son de la tondeuse, ou quoi que ce soit, l'air conditionné, quoi que ce soit. 1, 2, 3. Maintenant, je vous invite à connecter avec votre environnement, avec le sens de l'odorat. Ça, c'est un petit peu plus subtil, plus difficile. Alors, nommez mentalement 2 choses que vous sentez, peu importe l'odeur. Ça peut être votre lunch, l'air conditionné, l'air coupé. 1, 2. Maintenant, je vous invite à connecter avec votre environnement interne, avec le sens du goûter. Nommez mentalement une chose, un goût que vous avez dans la bouche. C'est peut-être un morceau de sandwich, une gorgée de café, votre pâte à dents de ce matin. Alors, rebonjour et bienvenue de nouveau. Alors, cet exercice de pleine conscience a été développé par une psychologue chercheur qui s'appelle Ellen Hendrickson du Centre des troubles de l'anxiété de l'Université de Boston. C'est un exercice de pleine conscience qui permet de reconnecter avec le moment présent à travers nos 5 sens, comme vous avez observé. C'est vraiment une technique qui s'est avérée efficace pour gérer les moments où nous sommes emportés par nos pensées, qu'elles se soient vers le passé ou vers le futur. Ça fait vraiment une reconnexion avec le présent. Être inattentif peut avoir des conséquences banales, comme se demander qu'est-ce qu'on vient faire dans la cuisine. Ah, on arrive dans la cuisine et on se dit, voyons, qu'est-ce que je veux chercher? Ou encore débarquer dans une mauvaise station de métro, ou encore oublier sa boîte à lunch à la maison. Mais il peut y avoir des conséquences plus sérieuses. On peut tellement être absorbé par les attentes et les objectifs qu'on a pour notre enfant qu'on ne les voit plus. On ne les accepte pas tels qu'ils sont. On ne reconnaît plus leurs besoins. Ça peut nous amener à être impatients et parfois crier après eux. On peut être aussi tellement absorbé par nos soucis de travail puis nos préoccupations financières qu'on n'est plus en contact avec ses proches. Je ne veux pas dire que c'est pas des soucis qui sont légitimes et préoccupants, mais si on ne connecte pas une fois de temps en temps avec le moment présent, ça peut nous rendre très désagréables. Ça peut nous faire oublier notre enfant à la garderie, ça m'est déjà arrivé. Puis ça peut nous faire oublier notre enfant dans la voiture. On a entendu des histoires assez horribles dans les dernières années de parents qui ont pas eu ce moment d'attention, de penser que leur enfant était dans leur voiture. On peut aussi être tellement déconnecté de son corps qui pourtant nous envoie des signaux de malaise qu'on néglige de prendre un rendez-vous chez le médecin, puis ça peut nous amener à des mauvaises surprises. Évidemment, on peut choisir de vivre sa vie sans être attentif et pleinement conscient, mais quand on a la tête pleine, on ne voit pas tout à fait la vie clairement. Notre jugement s'obscurcit puis devient très, très étroit. On peut passer des heures à être perdu dans nos pensées, se faire du souci à partir d'un petit déclencheur, par exemple un texto qui n'est pas à rentrer assez vite à notre goût. Ah, c'est comme une boule de neige. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir, mais une boule de neige qui s'obscurcit quand elle devient agitée. On ne voit pas la vie aussi clairement. Entraîner notre esprit
à la pleine conscience et la méditation peut engendrer toutes sortes de bénéfices, dont voir plus clair dans les situations. Plus clair et aussi être plus heureux. Il y a une étude sur le bonheur qui a été conduite par un des chercheurs de l'université de Harvard en 2014, donc assez récent, qui a démontré des faits assez étonnants. Il voulait savoir qu'est-ce qui rend les gens heureux. Est-ce que c'est de faire certaines activités ou bien non, c'est d'être présent quand on fait nos activités? Alors, il a mené une étude à travers une application en ligne, à travers le téléphone, qui demandait à 15 000 personnes, ça c'est un très, très gros échantillon, de différents statuts socio-économiques, de différents groupes d'âge, des hommes, des femmes, à travers 80 pays différents, en temps réel, il leur demandait « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? » Puis il y avait une série d'activités, conduire votre voiture, quoique ça soit pas une bonne idée de prendre son téléphone quand on conduit sa voiture, mais regarder la télé, jouer avec les enfants, cuisiner. Puis il demandait aussi, est-ce que vous êtes attentif à qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou votre esprit est ailleurs? Il a recueilli, en demandant ces questions-là, plus d'1 demi-million de données, ce qui est énorme pour une recherche. Puis, il a fait la démonstration que 45% du temps, notre esprit vagabonde ou vers le passé ou vers le futur, mais n'est pas dans le moment présent. 47% du temps. Puis ça compte pas le temps qu'on est endormi. Il a aussi fait la démonstration assez convaincante que de porter notre attention au moment présent, même quand les événements sont désagréables, par exemple, conduire dans un bouchon de circulation, et d'une façon plus significative associée au bonheur que de vivre un événement agréable, comme une relation sexuelle avec son partenaire, en pensant à sa liste d'épicerie. Fait que les données sont assez claires. Les gens qui sont davantage pleinement et attentifs au moment présent sont plus heureux. Mais la pleine conscience puis la méditation, ce n'est pas seulement une pratique qui peut nous amener à être présent et heureux, mais aussi une pratique pour négocier notre douleur et notre souffrance. Ça peut nous soutenir dans l'acceptation de la neurodiversité de notre enfant. Ça peut nous soutenir quand on ne sait plus quoi faire avec l'immense peine et tristesse qui nous serre la gorge. Ça peut nous aider à garder notre calme quand notre enfant fait une crise dans l'autobus, dans un centre commercial, dans un avion. Il y a d'ailleurs une psychologue qui est assez connue dans le domaine de la méditation qui est parent d'un enfant autiste qui justement faisait une crise dans un avion puis qui a exercé cette pratique de 5, 4, 3, 2, 1 pour réussir à se calmer puis de trouver les forces d'agir dans la façon la plus adéquate que possible dans ce moment-là. Donc, ça peut nous aider à trouver de la patience quand on répète la même chose 50 fois par jour depuis des années. Ça peut nous aider à nous calmer quand on s'inquiète de l'avenir de son enfant. Puis en plus, qu'on vit une séparation, un deuil, une perte d'emploi, une situation de COVID qui nous amène à travailler de la maison. La pleine conscience et la méditation est vraiment un modèle, une approche pour répondre à la souffrance et à la douleur. Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste, dit que méditer, c'est pas éviter les problèmes ou fuir les difficultés. C'est au contraire trouver la force de les affronter. La pratique de la pleine conscience puis de la méditation est vieille depuis plus de 2500 ans. Puis elle est grandement associée au bouddhisme. Mais la pratique a été sécularisée par un groupe d'Occidentaux qui a importé cette pratique-là aux États-Unis. C'est devenu très, très populaire, entre autres à cause d'études scientifiques qui ont été menées sur la pleine conscience et de la méditation depuis 40 ans. C'est des études assez rigoureuses qui ont démontré tous les bienfaits de cette approche. C'est pour ça que cette approche est maintenant très, très en vogue.
En fait, je peux résumer brièvement que John Kabat-Zinn, hein, qui est une personne très influente dans le domaine, qui est un PhD en biologie moléculaire, qui était aussi un adepte du yoga et de la méditation. Il a demandé à ses collègues de l'hôpital du Massachusetts, il a dit, envoyez-moi toutes les personnes que vous avez dans votre pratique, qui avaient des douleurs chroniques, que les médicaments arrivent pas à soulager, que les interventions psychologiques arrêtent pas à soulager, puis que les opérations arrêtent pas à soulager. Puis il a bâti des groupes basés sur 8 semaines, puis il a pris toutes sortes de mesures subjectives puis des mesures objectives, comme la pression, comme le stress. Puis il a appris à ces personnes-là à méditer, à être pleinement conscients, à faire toutes sortes d'exercices. Et puis après les 8 semaines du programme, hein, on a assisté à une diminution significative de la douleur. Puis on parle de personnes qui avaient des douleurs chroniques, une diminution de la production d'hormones de stress, un rapport subjectif de meilleure humeur, même de paix, même d'espoir. Puis après ça, les recherches se sont multipliées pour des personnes diagnostiquées avec des maladies, par exemple, chroniques, des personnes qui avaient de l'asthme ou de l'eczéma, des personnes qui avaient de la dépression, de l'anxiété, du stress. Après ça, les recherches se sont multipliées, se sont penchées sur le domaine de la performance sportive. Il y a un méditateur, une personne qui pratique la méditation assez connue qui a été entraîner une équipe de basketball professionnelle au Texas. Le milieu des affaires s'intéresse beaucoup à la méditation, à la pleine conscience, Google, Amazon. Parce que c'est supporté par des données probantes. Alors, on retrouve des programmes de pleine conscience dans les hôpitaux maintenant, les milieux scolaires, les forces armées canadiennes pour soutenir les soldats qui reviennent avec des troubles de stress post-traumatique. Il y a des programmes universitaires à ce sujet-là, il y a des recherches et des programmes qui sont faits auprès des aidants naturels, des parents, et même, croyez-le ou non, à la Maison-Blanche. Hein, c'est au gouvernement des États-Unis actuellement. Fait que ça me fait penser à une blague d'une grenouille qui est dans une position de lotus, qui médite, puis au-dessus d'elle, la grenouille, il y a un signe qui dit prière de ne pas déranger. Je médite sur les bêtises humaines et cela risque de prendre beaucoup de temps. Fait que la pratique de la pleine conscience puis de la méditation est un cadeau parce que ça nous amène à répondre au lieu de réagir. Ça nous amène à voir clair quand notre esprit arrête d'être agité. Ça nous amène à être en contrôle de nos pensées et de nos émotions plutôt que de se laisser contrôler par nos émotions et nos pensées. Ça nous aide à rester calme, à voir clair pendant nos moments de turbulence, à reconnaître nos émotions puis à voir ce que notre corps a besoin. Ça nous aide à prendre des décisions éclairées puis même à avoir des conversations difficiles. On est moins dans l'évitement quand on est sensibilisé au moment présent, mais on est moins dans le jugement. Alors, avant d'aller plus loin sur les bénéfices de ce que ça nous amène à développer comme attitude, puis comme vertu même, j'aimerais qu'on se penche sur la définition. Alors, nous allons donc nous attarder à une définition plus formelle de la pleine conscience. Donc, ça consiste à porter intentionnellement son attention sur son expérience interne, ses sensations, ses émotions, ses pensées, son état d'esprit, du moment présent sans porter de jugement de valeur. C'est un exercice qui engage systématiquement à ramener notre attention puis ramener notre énergie vers le moment présent. Ça influence et possiblement transforme la qualité de notre expérience. Ça ouvre des possibilités différentes de relations à soi-même et avec les autres, avec le monde et avec même la planète. C'est plus simplement, je dirais, c'est une façon de porter attention à notre expérience actuelle
sans la juger et sans être emporté par notre expérience. Fait que je vous donne deux exemples. J'étais une adepte de course à pied et puis j'avais un circuit qui m'amenait à monter une colline. Puis à chaque fois que je montais la colline, je me disais, oh non, pas cette colline-là, c'est trop dur, c'est fort, je t'ai soufflé, je perds du temps. Quand j'ai commencé à faire de la pleine conscience, de la méditation, puis je me suis dit, OK, je vais observer mon cœur qui bat, mes muscles qui travaillent plus fort, ma transpiration qui est activée, sans porter de jugement, sans critiquer la colline. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec mon jugement sur cette colline-là, ça alourdissait substantiellement mon action de jogging. Alors, je vous donne un autre exemple. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire de l'insomnie. Moi, ça m'arrive. Alors, ça, c'est une chose. Quand j'ai arrêté de critiquer, oh non, qu'est-ce que je fais? Il est 3 heures du matin, je dors pas encore, il est 3h15, il est 3h30, je vais être fatiguée demain, pourquoi je dors pas? Qu'est-ce que j'ai mangé? Il faudrait que je fasse plus attention, etc., etc. Quand j'ai arrêté de commenter puis juger mon expérience d'insomnie, puis j'ai commencé à dire, c'est ça à ça que ça ressemble de vivre l'insomnie. Mon esprit est agité, mon corps est tendu, j'ai de la misère à me calmer. Quand j'ai apporté cette attention-là à l'expérience de l'insomnie, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, je suis devenue plus calme. Et qu'est-ce qui se passe quand on est plus calme puis on dort pas? On s'endort plus facilement. Alors, c'est un entraînement pour l'esprit de faire de la méditation puis de la pleine conscience, de la même façon que le sport est un entraînement pour le corps. De la méditation, c'est comme aller au gym. C'est comme pour s'entraîner à la pleine conscience. C'est pas compliqué. On fait juste s'asseoir dans un endroit confortable, dans un endroit calme. On prend quelques respirations profondes, puis on reconnecte avec le moment présent pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou plus. Puis on focus, par exemple, notre attention sur la respiration, puis on observe qu'est-ce qui est en train de se passer. On choisit la respiration particulièrement parce qu'elle est perceptible. C'est quelque chose de facile à reconnecter. Mais on peut choisir, par exemple, de focuser sur ses mains ou encore de focuser sur ses pieds. On observe avec humour pendant qu'on médite et avec bienveillance surtout ce à quoi on pense. L'histoire qu'on se raconte, si ça nous pique. On prend note, on observe. On revient avec la respiration moment après moment après moment. À chaque fois qu'on revient à notre respiration, c'est comme si c'était une façon de muscler notre cerveau à la pleine conscience. On commence à se rencontrer, on commence à savoir comment on pense, on commence à se connaître davantage, on commence à voir quels sont nos déclencheurs de réaction. On commence à voir plus clair. Comme pour tous les entraînements, le truc, c'est d'en faire régulièrement. Le plus important, c'est de le faire régulièrement plutôt que de le faire pendant longtemps. Donc, vaut mieux le faire 2 minutes pendant 7 jours que 2 fois pendant 7 minutes. C'est simple, mais c'est pas toujours facile. Parce que notre corps et notre esprit, on a des habitudes. On est habitué de faire quelque chose, à commenter, à meubler le silence, à ouvrir la télé, à penser au passé, au futur. C'est rare qu'on prend le temps de rien faire pendant 2 minutes, puis juste d'observer ses réactions. Je recommande souvent de commencer à faire de la méditation avec une application. Il y a toutes sortes d'applications en ligne avec toutes sortes en plusieurs langues qui durent de 2 minutes, de 3 minutes, 10 minutes. Il y en a des gratuites, il y en a en français, sur YouTube, parce que c'est devenu très, très, très populaire. Moi, je suis une sceptique de nature, puis j'avais des réserves puis des préjugés sur cette pratique. Mais parce que les résultats de recherche sont probants, je n'ai pas pu faire autrement que de m'y pencher.
Alors, il y a des recherches qui ont été faites sur plusieurs populations depuis les 40 dernières années, donc les adultes, les personnes âgées, les adolescents, les parents, puis différentes problématiques, comme je disais tout à l'heure, la douleur chronique, la dépression, le stress, l'anxiété. Alors, c'est sûr qu'il y a des bénéfices généraux qu'on tire de ces recherches-là. Mais laissez-moi particulièrement vous parler de quelque chose en particulier qui nous touche comme parents d'enfants autistes. En 2016, une revue systématique de 10 articles, la recherche a été menée par René Katchian sur le bien-être parental des enfants qui sont diagnostiqués sur le spectre de l'autisme, rapporte que l'entraînement à la pleine conscience et la méditation réduit le stress des parents des enfants diagnostiqués sur le spectre, qui augmente, cette pratique-là augmente la satisfaction conjugale. Puis on sait que c'est important parce que avoir un enfant avec des besoins spéciaux est très exigeant sur le couple. C'est très demandant. On voit qu'il y a un taux de séparation qui est assez élevé. Donc, ce programme, cet entraînement-là, augmente la satisfaction conjugale, puis en plus, augmente la satisfaction dans le coparentage, ce qui est une donnée extrêmement importante, je pense. Mais la donnée la plus intéressante, la plus significative, c'est qu'il y a des répercussions positives sur les enfants des parents qui font de la pleine conscience et de la méditation. Les enfants qui sont diagnostiqués sur le spectre de l'autisme, on remarque une diminution de comportement agressif, puis une augmentation d'adhérence au conseil. Fait que si on se change soi-même, ça peut avoir des répercussions sur nos enfants, puis sur notre environnement. Fait que je trouve que ça, c'est une donnée de recherche qui est extrêmement intéressante et extrêmement pertinente. De mon côté, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à la pleine conscience et la méditation, puis ça fait 4 ans que j'en fais une pratique quotidienne. Fait que j'ai fait un petit test maison. Ça fait déjà quelques mois de ça. Alors, j'ai demandé aux membres de ma famille, j'ai 2 enfants, 2 adolescents, j'ai demandé à la table, quand on mangeait ensemble, si ils avaient remarqué une différence chez moi depuis que je pratiquais la pleine conscience et la méditation. Fait que mon partenaire tout le monde a eu un petit moment de silence, puis tout le monde a réfléchi pour dire oh qu'est-ce qu'on va dire. Mais tout le monde m'a répondu avec beaucoup d'honnêteté et de transparence. Alors ils m'ont dit, mon partenaire m'a dit oui, je remarque que t'es plus calme, t'es encore plus de bonne humeur. Puis que j'étais définitivement moins stressée dans les moments de tension. Quand on est attendu quelque part, ou des moments de stress, ou des moments où est-ce qu'il y a des attentes qui sont, où est-ce que les gens s'attendent quelque chose de moi. Mes enfants m'ont dit qu'ils voyaient pas de différence. J'étais un peu déçue, mais ce qui a été intéressant, c'est de voir que quelques semaines après, ma fille qui commençait à faire des examens est venue me voir, puis m'a dit « Maman, as-tu une application de pleine conscience et de méditation parce que j'ai de la difficulté à m'endormir le soir parce que je suis trop stressée. » Alors, je lui ai dit, oui, Bianca, tu peux aller voir telle application, puis tu peux écouter ça avant de te coucher. Puis le lendemain, elle m'a dit, oh mon Dieu, ça a été vraiment très efficace. Puis maintenant, depuis ce temps-là, justement, avant chaque période d'examen, elle utilise cette application-là qui la calme vraiment. Et la chose la plus intéressante, c'est que mon fils, qui a 20 ans maintenant, qui est un plus grand adolescent, a dit à Bianca, c'est quoi l'application que maman t'a donnée? J'aimerais beaucoup ça l'avoir parce que des fois, ça m'arrive aussi de pas dormir. Alors, le fait que je parle de cette pratique-là, le fait que je pratique, mes enfants n'ont pas vu les bénéfices que j'avais présentement, mais ça a eu un effet, une influence. Puis je trouve
que ça, c'est un bénéfice immense. Hein, parce que pour moi et pour d'autres personnes, je le sais, la pratique de la pleine conscience et la méditation ouvre à la clarté au lieu de la confusion, au calme au lieu du stress chronique, à la résilience au lieu de la rigidité, à la compassion au lieu de la rage et la haine, puis à la bienveillance et l'acceptation au lieu du jugement et de la critique. Et on sait présentement combien le monde et la planète a besoin de ces bénéfices-là. Sur ce, je vous invite à pratiquer avec moi, à faire un petit exercice de méditation qui va durer 5 minutes. Je vais faire des petites pauses. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'écouter mes consignes. Je vais faire des petites pauses et puis je vais vous dire quand l'exercice sera terminé. En tout temps, si vous êtes pas confortable, vous pouvez arrêter l'exercice. C'est vraiment pas une obligation, mais je pense que c'est un bon test, un bon exercice à faire présentement au milieu de la journée. Alors, si vous pouvez, asseyez-vous avec le dos droit sans qu'il soit rigide, comme une montagne qui est digne, calme et bien groundée. Imaginez qu'une ficelle tire doucement votre tête vers le haut, et puis s'aligne naturellement avec votre cou puis vos épaules. Le tout en harmonie avec votre dos. Si cette position-là est inconfortable, trouvez-en une qui est adaptée à votre corps. Vous pouvez déposer vos mains sur vos cuisses. Si ça vous va, vous pouvez fermer les yeux. Sinon, baissez votre regard vers le sol. Prenez 2 respirations profondes. Visualisez votre visage. Détendez les muscles de votre front, de vos yeux, de vos mâchoires, de votre cou et de vos épaules. Confortablement assis, laissez la gravité faire son travail d'attirer le poids de votre corps vers le siège. Sentez que vos pieds sont bien ancrés sur le sol. Maintenant, attirez votre attention sur les sensations de votre respiration. N'essayez pas de la changer, mais simplement d'observer là où vous sentez votre respiration. Est-ce que c'est au niveau de vos narines avec l'air qui circule, qui rentre et qui sort? Est-ce que c'est au niveau de votre poitrine ou de votre abdomen qui se soulève et se rétracte? Changez rien, changez pas votre respiration, juste observez. Observez votre inspiration et votre expiration comme on observe passer les nuages dans le ciel. Où est votre attention maintenant? Si vous observez que votre esprit vagabonde, car c'est sûr que ça va arriver, c'est le propre de l'esprit, laissez passer vos pensées et redirigez votre attention sur votre respiration. Si votre esprit vagabonde des milliers de fois, revenez à votre respiration aussi souvent. C'est là que vous faites un exercice pour votre cerveau. C'est là que vous faites votre gym pour la pleine conscience. Vous êtes en train d'entraîner votre cerveau à être présent et attentif
Soyez patient, soyez bienveillant. Entraînez votre esprit comme on entraîne un petit chiot à rester assis. S'il vagabonde, ramenez-le doucement avec un câlin, avec bienveillance. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux et reconnecter avec votre environnement. Bonjour de nouveau. Après cet exercice de méditation, il est intéressant d'observer vos réactions, de regarder est-ce que j'étais agité, nerveux, calme, ennuyé, est-ce que je m'endormais, est-ce que ça allait trop vite. Faites-le avec une attitude ouverte et curieuse, comme quand on lit un nouveau livre. Les attitudes avec lesquelles on pratique la pleine conscience sont très, très importantes. Je vous propose de regarder le petit clip suivant. Alors, comme vous avez vu dans ce petit clip qui est vraiment une délicieuse métaphore de la vie, ça illustre les automatismes puis notre façon typée de réagir quand on est dérangé. Puis ça illustre aussi comment est-ce qu'on peut avoir des conséquences négatives sur nos proches puis sur nous-mêmes. On a tendance à penser que tout va bien quand rien nous résiste et que tout se met à aller mal quand on pense que la vie ne roule pas de notre côté. On a tendance à s'accrocher à notre façon de faire et on repousse tout ce qui se met dans notre chemin
même si la vie fait ce qu'elle a à faire et nous amène des obstacles. Tant de fois dans notre vie pense-t-on que ce qu'on fait, c'est plus important que tout. C'est la même chose quand on médite. Nous allons rencontrer, on va observer toutes sortes de phénomènes qui vont nous distraire. Des pensées, des émotions, des jugements, des vieilles histoires, des inquiétudes. Fait qu'on peut réagir comme d'habitude en étant mécontent, en se disant qu'on n'est pas fait pour méditer, qu'on n'est pas bon, que la technique fonctionne pas, ou on peut même abandonner. Mais l'autre choix, c'est de garder en tête que certaines attitudes sont fondatrices pour nous guider, pas juste dans notre pratique de méditation, mais dans notre vie aussi. Pratiquer la méditation, c'est comme faire un jardin, c'est utile de cultiver certaines attitudes. La première attitude, c'est une attitude de curiosité, de redécouvrir l'extraordinaire dans notre quotidien. D'être curieux sur comment c'est extraordinaire de respirer. On respire 23 000 fois par jour. Ce serait peut-être intéressant de porter attention juste sur 300 respirations. L'autre attitude de base, c'est le non-jugement. Je dirais que s'observer de manière impartiale, c'est clé dans la pratique de la méditation. C'est comme quand on regarde des arbres dans une forêt. On n'est pas en train de dire celui-là il est pas performant, celui-là il est gros, celui-là il est petit, celui-là il est laid. On regarde la forêt puis les arbres tels qu'ils sont, sans porter de jugement. Le non-jugement, c'est une attitude clé quand on médite. L'acceptation, ça c'est une attitude clé également. C'est de se prendre puis se découvrir comme nous sommes, puis prendre les choses et les personnes telles qu'elles sont. Pas vouloir les changer. La bienveillance et la gentillesse. S'entraîner à la méditation, c'est comme entraîner un chiot à rester assis. On l'entraîne avec des câlins, pas avec des coups de bâton. Il va vagabonder à droite, à gauche, dans l'herbe. Il revient vers nous, puis on lui donne un câlin. C'est la même chose avec notre esprit qui vagabonde à droite, à gauche quand on médite. Quand on refocus sur notre respiration, on peut le faire avec un sourire puis avec bienveillance. Lâcher prise. Hein? Quand on médite, on peut se détacher pendant quelques minutes de ce qui nous préoccupe. Pendant quelques minutes, laisser tomber notre agenda pour se concentrer sur le moment présent. La confiance, faire confiance au processus. C'est rare quand on a décidé de se mettre en forme, puis on a décidé de monter des escaliers pour se mettre en forme. C'est rare que la première fois qu'on va faire des escaliers, puis on arrive en haut, on ne sera pas essoufflé. Il faut faire confiance au processus. C'est quand on sème des haricots dans son jardin, on ne voit pas le produit final avant que la nature fasse son œuvre. C'est la même chose avec la méditation. Le non-effort, pour reprendre l'analogie des haricots, même si on force à côté de son plant d'haricots pour qu'il pousse plus vite, on risque d'être déçu. Quand on fait de la méditation, on doit le faire sans forcer, sans effort. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concentré, ça veut dire qu'on ne force pas. Et je pense que j'ai pas mentionné une des vertus essentielles, c'est la patience. De nouveau, si on tire sur les boutons d'haricots, on ne verra jamais les fruits. On a besoin encore là d'être patient et de faire en sorte que la nature prenne son temps et nous donne des haricots bien frais et bien à point.
c'est la même chose avec la méditation. La patience, c'est une amie de la méditation, puis c'est aussi une amie de la vie. La pleine conscience et la méditation est une pratique qui existe depuis des millénaires. Depuis les 40 dernières années, elle a fait l'objet de milliers de recherches rigoureuses. Les données sont vraiment, vraiment concluantes par rapport à ses bienfaits pour toutes sortes de personnes, dont nous comme parents. Et il peut y avoir des bénéfices immédiats pour notre environnement, pour nos enfants qui ont tant besoin de nous. La pleine conscience est une façon de se voir et de voir la vie qui demande de l'entraînement, de la pratique. Certaines attitudes peuvent nous soutenir à la pratique de la méditation, comme la patience, l'acceptation, surtout la bienveillance et la gentillesse. La pratique de la pleine conscience et de la méditation n'empêche pas les événements difficiles de traverser notre vie, mais ça nous permet de mieux les naviguer. Puis, comme l'exprimait si bien Jon Kabat-Zinn, vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à les surfer. Alors, je vous remercie de votre attention, puis on va faire place à vos questions. Merci.